toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette émission où ils créent de l'insécurité dans les quartiers, maltraitent leurs enfants, ils sont inutiles ou encore incapables de se prendre en main. Les idées reçues sur les pauvres ont la vie dure. La pauvrophobie est le thème de cette journée mondiale de lutte contre la pauvreté et aussi le titre d'un ouvrage qui décortique et déconstruit ces clichés. Le Festival des Libertés démarre demain, musique, documentaire, théâtre, débat, pour explorer la notion de pouvoir. Et on démarre avec cette journée de lutte contre la pauvreté, avec en particulier cette thématique de la pauvrophobie. Bonsoir Nicolas Decoeche. Bonsoir. Alors ce thème de pauvrophobie est un thème avec lequel le public n'est pas forcément familier. C'est tout à fait normal parce que c'est un mot qui n'existe pas, ou en tout cas qui n'existe pas encore dans le dictionnaire. C'est un néologisme qui a été inventé par ATD Quart Monde France en 2016. Alors c'est quoi la pauvrophobie ? C'est pas tant de la peur, c'est plutôt une attitude de mépris, de rejet, d'hostilité à l'égard des pauvres. Et voilà, ils sont fainéants, ils sont paresseux, on leur sert tout sur un plateau. Toutes ces idées, en fait, encouragent la propagation d'idées fausses et puis de fake news aussi et de post-vérité. Or, le gros problème de cette pauvrophobie ambiante, c'est que quand on sait mal appréhender un phénomène, quand on le connaît mal, quand on le connaît à travers des idées reçues, eh bien on ne va pas y trouver les bonnes réponses. C'est ça. Donc pour lutter en quelque sorte contre la pauvreté, il faut pouvoir aussi lutter contre les stéréotypes et contre les idées reçues qui lui sont associées. C'est ça que vous voulez dire? Voilà, lutter en tout cas contre cette attitude d'hostilité due aux préjugés. Alors, je rassure tout le monde, en fait, tout le monde a des préjugés. Oui, parce que j'allais vous dire, est-ce qu'on n'est pas finalement tous un peu pauvrophobes d'une manière ou d'une autre? Ah si, sans doute, oui. En tout cas, tout le monde a des préjugés. Et d'ailleurs, les psychologues nous apprennent que c'est comme ça, c'est avec des grilles de lecture et des préjugés qu'on appréhende le monde et les phénomènes qui nous apparaissent au quotidien. Autrement, notre cerveau tournerait saut en permanence. Donc voilà, je pense qu'il faut vraiment aborder le sujet sans culpabiliser. Le problème, c'est lorsque ces préjugés arrivent dans les services publics, dans les services sociaux et aussi dans la bouche des politiques. Ouais, alors on peut en citer quelques-unes de ces... ou quelques-unes de ces idées reçues, quelques-uns de ces stéréotypes. J'en citais d'ailleurs dans le sommaire. Ils sont inutiles, ils créent de l'insécurité. On leur sert tout sur un plateau. Les allocateurs sociaux sont mieux lotis finalement que beaucoup de travailleurs. Quand on veut, on peut. Là, c'est vraiment aussi un grand classique. C'est une question finalement de volonté. Un autre de ces clichés, Sylvie Moreau, bonsoir, c'est flambe et gaspillage. Les pauvres ne savent pas gérer leur argent. Vous qui travaillez notamment sur la question de la médiation des dettes, c'est quelque chose qui revient souvent également? Oui, c'est un cliché un stéréotype qui est fort attaché aux personnes en situation de surendettement. Ils ne savent pas gérer leur argent, ils recourent de manière excessive au crédit. Or, dans la pratique, ce cliché et ce stéréotype est totalement faux, enfin ne correspond absolument pas au public qui franchit la porte des services de médiation des services de médiation de dette. Et c'est vrai qu'on a parfois cette image, ou en tout cas c'est une image qui a la vie dure, comme on disait. Les pauvres s'achètent des grands écrans de télévision à tempérament et on a l'impression de payer moins cher. Et puis après, ils sont pris dans une spirale de dette. Donc finalement, c'est de leur faute de se retrouver dans le surendettement. C'est effectivement l'image qui colle à la peau de la personne en situation de surendettement. Et c'est pas le cas dans la réalité? Non, en réalité, c'est absolument pas le cas. Ces personnes-là, les personnes qui se trouvent en situation de surendettement parce qu'elles flambent constituent vraiment une petite minorité. Donc nous, ce qu'on constate sur le terrain, c'est la première cause du surendettement finalement à Bruxelles très certainement, c'est la faiblesse des revenus au fait. Donc c'est un état de pauvreté structurelle, les charges qui sont plus importantes que les rentrées, ça crée des dettes, ça crée la spirale des dettes, ça crée du surendettement. Ouais. Et donc ce n'est pas la consommation outrance, je dirais même qu'au contraire, la personne pauvre est quelqu'un qui gère son budget de manière avec parcimonie. Elle connaît le prix de chaque cent et généralement ce sont des très très bons gestionnaires. Alors, il y a la question de l'endettement. Il y a aussi, et on en parlera dans un instant, Sophie Cauderlier, la question de l'accès aux soins de santé. Mais juste pour continuer sur ce travail que vous avez fait, Nicolas Decoeche, sur la pauvrophobie, parce que vous sortez un ouvrage dans lequel vous décortiquez justement un ouvrage imposant, dans lequel vous avez choisi de décortiquer 85 de ces clichés.
En un mot, comment est-ce que vous avez d'abord identifié ces idées reçues et puis comment ensuite vous avez travaillé pour essayer de les déconstruire ? Bien, d'abord, pour les identifier, ça a été assez simple. On a réuni des groupes de personnes différents, des usagers de CPAS, des usagers de services sociaux, des travailleurs sociaux, des professionnels du social, des académiques et puis aussi des kidam. Et on faisait des grands brainstorming. Alors, on calfeutrait bien les portes et les fenêtres pour que les gens ne nous entendent pas à l'extérieur, où effectivement, chacun sortait les plus pires stéréotypes qu'il avait déjà entendus sur sa situation, pour les personnes qui avaient vécu ou qui vivaient des situations de pauvreté, ou bien sur la situation de gens qui fréquentent les services sociaux. Alors une fois qu'on a eu tous ces stéréotypes, c'était 300 je pense, là on a un peu réduit, on a un peu recoupé les choses et on a eu 85 idées reçues et là il a fallu commencer le travail d'investigation pour trouver les experts qui ont chacun démonté ces préjugés. Donc c'est un bouquin qui a été écrit à 85 personnes, il y a 85 contributeurs et puis il y a eu tout le travail d'édition et de lissage de cette encyclopédie, mais ça reste une encyclopédie, donc les entrées sont courtes. Chaque idée reçue est démontée en 2-3 pages et c'est vraiment un livre comme une encyclopédie à lire à partir de la table des matières. Quelques idées reçues, on leur pose sur la table et puis quelques jours ou quelques semaines plus tard, on revient dedans. Alors, on en reparlera d'ailleurs parce que c'est à lire comme une encyclopédie, mais une encyclopédie très accessible, hein, avec des entrées très claires et puis après des analyses qui sont très claires, très pédagogiques et très compréhensibles. On y reviendra parce qu'il n'y a pas seulement un livre, mais vous avez aussi travaillé sur une sorte de série de fiction pour explorer alors en images cette question de la pauvrophobie et de ses différentes déclinaisons et on va en voir un extrait. Ah non, s'ils ne veulent pas s'intégrer ou s'en sortir, alors on perd son temps. D'ailleurs, n'est-il pas écrit là-haut « Aide-toi et... » Et le ciel t'aidera. Exact. Non, du boulot, il y en a, si on prend la peine d'en chercher. Regardez, moi, je dois recruter une dizaine de personnes à la banque. Du boulot, il y en a. Ils n'ont qu'à se former. Mais ça, c'est trop leur demander. Voilà, c'est trop leur demander, hein, ils ne suivent pas de formation. C'est aussi un grand classique. Alors c'est vrai que les pauvres refusent de se former. C'est quelque chose qui revient très souvent, ça aussi. Oui, c'est ça. Mais en fait, dans les 85 clichés qui sont démontés dans le livre, on peut faire 3 grandes catégories. Alors les pauvres sont des profiteurs, sont des fainéants et sont des incapables de se soigner, incapables de gérer leur budget. Voilà, ça c'est les 3 grandes catégories. Alors je précise qu'on vient de voir un comédien, hein, ouais. C'est une série que vous avez faite avec des comédiens et on va voir tout de suite alors un autre comédien, vous allez le voir, qui apparaît là sous les traits d'un épicier et on en reparle juste après. Il soignait pas son apparence, il faisait pas attention à sa santé. Je dis ça, ça se veillait tout de suite qu'il avait la peau toute grise. Et il mangeait pas des bons produits, pas comme ici, hein. Cachère, pas cher et halal. Colle. Bonjour Madame Mick. Voilà, le cliché numéro 67 sur eh bien, ces pauvres qui ne se soignent pas et qui ne font pas attention à eux. Alors Sylvie Moreau, merci, Sophie Coderlier, pardon, merci d'avoir eu la patience d'attendre jusque maintenant. Alors ça aussi, c'est quelque chose qui revient souvent. Donc dans cette encyclopédie, on dit les pauvres ne se soignent pas, ou on entend aussi dire qu'en Belgique les soins de santé sont très accessibles, il est très aisé de se soigner. Oui, c'est un autre de ces clichés, hein, quand les pauvres pourraient se soigner, l'accès aux soins de santé n'a jamais été aussi aisé qu'aujourd'hui. Bien, on se rend compte en travaillant au quotidien avec eux que c'est pas si simple. Que voilà, si l'offre de soins est là, il faut avoir une mutuelle, il faut avoir les sous pour payer le ticket modérateur si on a simplement une mutuelle et qu'on travaille, qu'on a des moyens. Le problème, c'est que quand on n'a pas beaucoup de moyens, ce ticket modérateur peut être cher, ça peut être 5 €. Donc c'est déjà beaucoup. À ce moment-là, donc les personnes qui sont en difficulté peuvent demander l'aide du CPAS. À ce moment-là, ils ont on appelle ça une carte médicale qui va leur permettre d'avoir accès aux soins sans devoir débourser 1 €. C'est ça. Mais donc c'est ça. Le problème, c'est que ça demande énormément de démarches. Alors qu'ils sont malades, quand on est malade, faire des démarches, faire des files, demander des rendez-vous, attendre le rendez-vous. Enfin voilà, ça demande vraiment beaucoup, beaucoup d'énergie. Et ça peut freiner l'accès. Oui, c'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que ça peut en décourager, évidemment, certains? Ça peut les décourager. D'avoir accès aux soins de santé, ou en tout cas de faire toutes ces démarches pour, au final, pouvoir avoir accès à un médecin. Oui, et donc, s'ils font toutes ces démarches,
Ce qui est difficile aussi, c'est que quand ils font ces démarches, ils peuvent être vraiment stigmatisés. Ça peut déjà être au bureau du CPAS, où des assistants sociaux vont les recevoir de façon stigmatisante. On ne peut pas généraliser, bien sûr, hein, heureusement. Et c'est quel genre? Ça, ce sont des choses que... C'est des témoignages ce sont des témoignages que vous recevez, vous, dans, ouais. vos cabinets dans votre cabinet de vos patients, ouais. que c'est quoi l'impression que le regard qu'on porte sur eux est un regard de mépris ou un regard de rejet? Mais je pense vraiment fait de ces préjugés. On peut vraiment entendre de temps en temps des patients qui reviennent en disant, vous savez... il m'a traité d'incapable, il m'a jugé. Donc vraiment, ils se sentent jugés, ils reviennent en ayant perdu leur dignité. Et donc voilà, donc quand ils veulent par exemple avoir une consultation en médecine spécialisée à l'hôpital, ils vont venir chez nous en médecine générale, demander un fameux réquisitoire. Donc ça veut dire qu'ils viennent faire cette démarche administrative pour avoir un papier et ensuite avoir accès à l'hôpital. Et parfois, malheureusement, heureusement on ne peut pas généraliser de nouveau, mais à l'hôpital, ils vont être reçus aussi de façon stigmatisée en disant « Ah, vous venez avec un papier du CPAS, ok, on vous soigne comme on soigne les gens venant du CPAS. » Donc voilà, c'est vraiment, je pense, un parcours du combattant parfois pour certaines personnes défavorisées que de se soigner. Ouais, Nicolas Dequeuche, quand on entend ça, évidemment, la question qui vient, c'est donc le but de ce travail. C'est quoi fondamentalement? C'est d'essayer de travailler à la fois sur les mentalités, mais aussi sur les politiques? Oui, bien sûr, c'est ça. En tout cas, bon, ce nouveau thème de la pauvrophobie, pour moi, semble ouvrir des nouveaux horizons dans la question de la lutte contre les inégalités et de la lutte contre la pauvreté. En luttant contre la pauvrophobie, c'est une manière de lutter contre les inégalités et contre la pauvreté. Et je pense que l'horizon majeur que cette nouvelle thématique apporte, c'est la question juridique et législative des discriminations dues à la condition sociale des personnes. C'est un travail qu'il faudra faire. Nous, on est juste des lanceurs d'alerte en lançant cette thématique. On veut juste poser une thématique nouvelle sur la table et on espère que d'autres, par exemple le service interfédéral de lutte, UNIA, le service de lutte interfédéral pour l'égalité des chances, pourraient s'emparer peut-être de cette problématique et voir si à travers les lois existantes, les lois antidiscrimination existantes, on ne pourrait pas travailler avec effectivement ces personnes qui ont une condition sociale ou une origine sociale modeste. Pour que la pauvrophobie soit associée à l'arsenal juridique de lutte contre les discriminations? C'est une des pistes. Après, je pense aussi qu'il serait bon aussi que les associations et d'autres, les observateurs, les centres de recherche, etc., s'attellent à faire un petit watching, un petit catalogue des phrases de personnalités publiques qui seraient pauvrophobes, des décisions ou des modes d'action des services publics qui seraient effectivement pauvrophobes. Je pense qu'il faudrait vraiment cartographier un peu à la fois les discours et à la fois les dispositifs pauvrophobes présents tout autour de nous. Alors des dispositifs, voilà, ou des mesures politiques qui s'avèrent à l'usage pauvrophobes, qui sont délibérément Oui, tout à fait. Et donc, par exemple, je trouve que ce serait vraiment intéressant de s'intéresser à cette question via le prisme de la pauvrophobie, à la question des arrêtés anti-mendicité, qui pour moi, pour nous, le Forum Bruxelles contre les inégalités, là, c'est vraiment des mesures qui sont prises au niveau communal et qui sont purement et simplement pauvrophobes. Oui, Sylvie Moreau, par rapport justement à la législation sur le recouvrement, est-ce que là aussi il y a un travail à faire parce que c'est une législation qui peut finalement se retourner contre la personne qui est victime justement du surendettement? Ben oui, c'est d'ailleurs pour ça qu'on parle de la spirale du surendettement, effectivement, ou comment une petite dette peut en devenir une très très grosse via tous les mécanismes de recouvrement qui sont tout à fait légaux, mais pas... Voilà, mais effectivement... Mais qui font que des frais s'ajoutent aux frais. Mais voilà, donc quand on rentre dans la spirale du surendettement, effectivement, une petite facture de 25 € peut, au terme du processus, si ça va jusqu'au bout, aboutir à des montants exorbitants de l'ordre de 2 000, 3 000, 4 000 euros. Et bon, on crée du surendettement. Donc c'est vraiment cette spirale-là qui est légale en soi. Donc quand les frais de recouvrement s'accumulent, effectivement, la dette qui pouvait être gérable au début ne le devient plus à la fin. Et quand
les factures s'accumulent, chaque facture suit le même processus et donc ça crée réellement la spirale du surendettement. Donc là, il y a énormément à faire. Je rejoins ce que vous disiez, il y a énormément à faire au niveau législatif pour encadrer les procédures de recouvrement, voire même s'interroger sur le bien fondé de certaines dispositions du Code judiciaire. On en est là, ou de certains arrêtés royaux. Oui, je pense qu'il y a un travail législatif qui devrait être fait, oui. Ouais, Nicolas Dequeuille, vous parliez de politique pauvrophobe, peut-être d'un climat aussi qui serait favorable au développement de ce type de clichés ou de stéréotypes. Bon, ça a toujours existé, hein. Mais est-ce qu'aujourd'hui, elles sont davantage présentes? Alors oui, ça a toujours existé, la pauvrophobie, sauf qu'on est vraiment dans un mouvement où la parole se libère. C'est le sociologue français Serge Pogam qui est autorisé sur la question et qui préface notre encyclopédie, qui dit qu'il y a vraiment des périodes plus pauvrophobes que d'autres dans l'histoire récente. On est dans une de ces périodes pauvrophobes, et cette période pauvrophobe, elle vient tout simplement du fait que politiquement maintenant, on considère la pauvreté au mieux comme un accident, au pire comme une faute, que l'individu doit expier dans les méandres des dispositifs d'activation. C'est ça responsable, c'est lui qui est responsable de sa situation, c'est le pauvre qui est responsable de sa situation. Et ça, l'air de rien, c'est vraiment une nouvelle manière d'envisager cette question, qui pour moi est une manière fausse, hein, parce qu'il y a encore quelques temps, on était dans un système solidariste où la société prenait les personnes les plus démunies à son compte, avec solidarité. Aujourd'hui, le langage politique a changé, on n'est plus dans un état social, nous sommes dans un état social actif, et donc on considère que ce n'est plus de la solidarité qu'il faut faire, mais de l'assistanat. On considère que les pauvres sont des assistés. Sophie Cauderlier, est-ce que vous aussi, dans votre cabinet, vous sentez ça, cette idée que les personnes qui sont en grande précarité ou qui sont en grande difficulté vivent comme leur responsabilité la situation dans laquelle elles se trouvent? De mon vécu personnel, je dirais que notre façon de prendre en charge nos patients ne va... Enfin, on n'est pas dans ce jugement-là. Maintenant, ils nous ramènent ça. Donc, quand ils vont dans les services, comme je le disais tout à l'heure, dans les hôpitaux aussi, ils sont, je pense, oui, ils ont cette culpabilité, ils perdent cette dignité, je pense. Mais vraiment, ce qui est important, je pense qu'une des clés par rapport aux prises en charge, en tout cas dans les soins de santé, et tout ce qui est psychomédico-social, c'est la formation des jeunes, futurs professionnels de ces domaines-là, qu'ils soient conscients qu'ils traitent des êtres humains, qu'un être humain aisé égale un être humain pauvre, et qu'il n'y ait pas de différence. Et c'est ça qui finalement blesse à chaque fois et stigmatise, que les gens se sentent renvoyés en pleine figure, qu'ils sont pauvres. Qu'il y a une journée vendredi sur la pauvrophobie, une maman a témoigné, c'était très, très beau comme témoignage, en disant un enfant égale un enfant, qu'il soit issu d'une famille pauvre, qu'il soit issu d'une famille aisée, il doit pouvoir avoir les mêmes droits. Et donc, je pense qu'il faut soutenir les parents dans ce qu'ils vont transmettre à leur enfant, et que c'est finalement peut-être aussi comme ça qu'on va pouvoir... que le terreau sera là pour lutter contre cette pauvrophobie. Alors peut-être lutter pour cette pauvrophobie, ça se fera avec ceci. C'est ça le but, Nicolas Dequeuille. Il nous reste très peu de temps et je renvoie d'ailleurs vers ce livre qui est très bien fait, qui donne énormément d'informations de manière très claire, mais tout en expliquant aussi, tout en montrant la complexité du problème. En un mot, c'est un outil maintenant, ce livre, de devenir un outil pour toutes sortes de publics ou d'acteurs sociaux. Ce livre est un outil, donc on a réuni un matériau, c'est ce bouquin, c'est cette encyclopédie, c'est aussi le site pauvrophobie.be, où là il y a toute une série de témoignages, de reportages journalistiques, de données, de chiffres qui sont présentés, c'est diffusé sur les réseaux sociaux, il faut aller sur le site, et je pense que effectivement le fait de faire tourner ces posts peuvent faire réfléchir qui votre grand-mère, qui votre voisine, qui votre ami sur Facebook. Très bien, merci à tous les trois. Et donc je rappelle que les séquences Pauvrophobie, la série de fiction sera diffusée sur BX1 à partir de lundi prochain. Merci à tous les trois. Et